Coucou tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler challenge. Oui, ça faisait un petit moment que je vous avais pas parlé de challenge et je vais en particulier vous parler du Weekly Book Color Challenge qui s'est déroulé du 23 janvier au 29 janvier et comme d'habitude il est proposé par Galéane. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos et cette semaine-là, la couleur était au blanc. Voilà. Le principe, je vous le rappelle, il faut lire un minimum de 3 livres dans la semaine, du lundi au dimanche, pour pouvoir valider ce challenge. Et pour sélectionner les lectures, il faut qu'il y ait du blanc sur la couverture, sur le titre de l'auteur, sur la mise en page, peu importe, du blanc. Comme je ne vous ai pas présenté ma palle, généralement je fais un article sur le blog et après en vidéo je vous présente mon bilan. Je vais vous mettre tout autour de moi, tout là, les 6 livres que j'avais sélectionnés pour ce challenge. Voilà, vous les voyez maintenant, si j'ai bien fait mon taf pour le montage. Et je vais vous parler tout de suite de ce que j'ai lu pour cette semaine et vous dire si j'ai reçu ce challenge ou pas. Premier jour, lundi, j'ai commencé ma lecture de Un cri silencieux d'Amélie Lamier aux éditions Fleurs Sauvages. Il est pas très gros, hein, je ne triche pas, mais je me donne toutes les chances pour réussir. Ici, nous suivons l'histoire de Mathilde qui est une maman de 3 enfants, qui a un mari et qui cherche la maison idéale pour vivre avec ses enfants et son mari. Elle pense l'avoir trouvée, elle fait une proposition. Elle l'achète et malheureusement la maison de ses rêves se transforme vite en quelque chose de pas très cool. Si vous voulez, Mathilde a toujours eu des angoisses, a toujours eu une part de ténèbres en elle, de folie en elle. Et en fait, le fait de se retrouver dans cette maison, ça fait beaucoup de fêtes. Le fait de se retrouver dans cette maison va exacerber un petit peu ses angoisses. Puisque il y a pas mal de problèmes dans cette maison, mais voilà, des choses tout à fait normales pour une maison vieille, mais ça va vite tourner au cauchemar pour Mathilde. Il y a une fuite d'eau dans la salle de bain et puis elle découvre aussi en faisant des travaux sous le plancher 3 journaux intimes qui vont parler de Camille, une jeune fille qui a habité avant elle dans cette maison. Et Mathilde va lire ses journaux et au fur et à mesure on bascule dans la vie de Camille et je peux vous dire que l'histoire elle n'est pas toute belle, elle n'est pas toute rose. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Voilà, je l'ai dévoré, hein, dans la journée il y est passé. Et il aborde une thématique vraiment qui est grave, voilà, dont on ne parle peut-être pas suffisamment. Et c'est pour ça que je sais que Séverine, de la chaîne Il est bien ce livre, conseille vraiment ce livre aux jeunes filles, voilà, à tout le monde, parce que c'est quand même un sujet de société, quelque chose qui peut arriver et c'est pas plus mal de savoir reconnaître les signes avant. Je ne vous dis rien de plus, je ne vous dirai pas quelle est cette thématique, je ne veux pas gâcher le suspense, mais voilà, ce livre m'a énormément touchée. On est dans une descente aux enfers dès qu'on suit Camille et puis on voit aussi Mathilde, sa détresse, bref, je vous le conseille et puis c'est une lecture coup de poing, voilà. Donc voilà, premier livre lu. Deuxième jour du challenge et deuxième livre lu. Il s'agit des Mystères de Laris Pen, le tome 1, Le sang jamais n'oublie, de Lucie Pirapajo aux éditions Gallimard Jeunesse. Et c'est le livre qui a remporté le second concours du premier roman jeunesse organisé par Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama. Oui, j'ai eu un blanc. Et voilà, Lucie Pirapajo succède à Christelle Dabo et c'est fiancée de l'hiver quand même. Donc j'avais hâte de me plonger dans ce livre. Je l'ai lu dans la journée. Il est un peu plus long, il fait 257 pages. Et tout comme le premier livre, j'ai adoré. Franchement, j'ai commencé cette semaine avec des super lectures. Ici, nous sommes dans une uchronie. Et je crois que je n'avais jamais lu d'uchronie.
donc c'est top. Une uchronie, qu'est-ce que c'est? C'est un livre qui va vous parler d'une période précise de notre histoire, sauf qu'elle va changer des détails. Voilà, par exemple, une uchronie sur la Seconde Guerre mondiale avec Hitler qui gagne, voilà les conséquences de ce qui se passe après. Ici, nous sommes lors de des événements qui s'appellent la Commune. Dans notre réalité, les communards, donc les gens du peuple, se sont fait écraser dans le sang, et la Troisième République est née. Voilà. Sauf que ici, dans ce roman, les communards n'ont pas été du tout écrasés, ils ont pris le pouvoir et ils ont fait de Paris une cité-État qui est complètement indépendante, coupée du reste de la France et qui s'appelle l'Arispem. Pourquoi l'Arispem? C'est parce que la caste dominante, ce sont les bouchers, et les bouchers utilisent un langage assez particulier, un argot particulier. Et voilà, hein, ça se présente comme ça. Le P de Paris se retrouve en fin. On le remplace toujours par un L, la première lettre est toujours un L. Et on finit les phrases avec le M, le je ne sais plus quoi d'autre. Il y a d'autres terminaisons, bref. C'est assez particulier, mais j'ai adoré me plonger dans cet univers. Parce que on se retrouve dans quelque chose de complètement inédit, avec un vocabulaire particulier, des faits historiques particuliers, et c'était vraiment génial. On suit 3 personnages, des adolescents. On suit une apprentie bouchère, apprentie boucher, une jeune fille noire. On suit une apprentie mécanicienne qui vient, elle, de la province, etc. Et on suit un jeune garçon qui est dans un orphelinat, qui a été abandonné par ses parents, et qui ne rêve que d'une chose, c'est de partir, sauf qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire dans la vie. Bref, il se laisse un petit peu couler au gré de ses envies. Tout comme Un cri silencieux, je lui ai mis 18 sur 20, parce que l'univers est génialissime. Il se passe pas mal de choses. Je dirais pas que on est totalement dans l'action, mais j'ai pas vu le temps passer. J'ai pas vu le temps passer, j'ai refermé le livre et je me suis dit, ah, c'est déjà fini. J'en aurais voulu plus et j'attends le second tome avec impatience. Pas déconner, hein, j'allais pas lire un livre par jour non plus. Je me suis attaquée à Lola et le garçon d'à côté de Stephanie Perkins aux éditions La Martinière Jeunesse. Il est un petit peu plus gros quand même, hein. Mais bon, c'est une romance. 380 pages. Et que vous dire de ce livre? C'est une romance. Moi, j'attendais pas grand chose. Je voulais simplement me divertir, changer un petit peu de ces univers assez complexes ou de cette thématique assez compliquée pour Un cri silencieux. Et voilà, ça a rempli sa fonction. Je l'ai lu le mercredi et le jeudi. Donc ça m'a permis de valider le challenge le jeudi soir. Ici, nous suivons Lola, qui est une jeune fille de 17 ans, je crois. Assez exubérante. Elle vit en fait toujours avec un costume. Elle est toujours affublée d'un costume. Elle est toujours avec une perruque. Elle vit continuellement costumée. Voilà, c'est sa personnalité. D'être très extravagante. Et Lola a un petit copain qui est lui aussi assez particulier puisqu'il est bien plus âgé. Il est dans un groupe de rock. Mais bon, elle rêve que d'une chose, c'est de partir, de s'éloigner de sa famille qui ne comprend pas cette relation-là, et puis de vivre sa vie. Sauf que ça ne va pas se passer comme ça, puisque un voisin, son ancien voisin, voilà, ils vivaient un petit peu par intermittence l'un à côté de l'autre. Son voisin, cette famille, revient s'installer juste à côté de chez elle. Elle retrouve son ancien coup de cœur qui s'appelle Cricket. Oui, je ne plaisante pas, il s'appelle Cricket. Je sais pas d'où sort ce nom. Bref, elle le retrouve et forcément les sentiments vont renaître et vous vous doutez bien qu'il va se passer quelque chose entre Cricket et Lola. Je ne vous en dis pas plus, c'était franchement une lecture toute mignonne. Voilà, je n'aime pas les triangles amoureux, ah, vous devez le savoir, mais j'étais partie dans cette optique de la romance, j'ai bien aimé. Franchement, c'était agréable à suivre et c'était mignon. Et surtout, j'ai adoré Lola parce que c'est pas une héroïne toute naïve, toute niaise, toute nunuche. Non, elle a vraiment une personnalité et elle se laisse pas marcher sur les pieds.
C'est quelqu'un qui va qui va s'opposer, qui va se révolter quoi. Ça change un petit peu et ça j'ai aimé. Et pour clôturer, parce qu'on était quand même jeudi, donc il me restait un tout petit peu de temps quand même, hein, vendredi, samedi, dimanche, 3 jours, sachant que je ne lis quasiment pas le week-end. Je me suis penchée sur les livres qui me restaient dans ma palle et je voulais lire le Amélie Nothomb, sauf que quand j'ai commencé à lire, je me suis dit que je l'avais déjà lu. Oui, c'est complètement la loose, on est d'accord. Mais en fait, moi je croyais que je n'avais vu que le film parce que j'avais vraiment les images du film en tête. Et quand j'ai lu le livre, j'ai fait non mais c'est bon, je l'ai lu, j'ai lu 3 pages, je l'ai abandonné. Donc je l'ai mis de côté et je me suis rabattue sur un auteur que j'aime beaucoup et qui n'était pas du tout dans ma sélection. J'ai lu Le Coma... Ouh, ça reflète. J'ai lu Le Coma des Mortels de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Il n'y a pas beaucoup de blanc, hein. Sauf que... Voilà. Là, je pense que vous comprenez pourquoi j'ai lu ce livre, en fait. Albin Michel. Ah, j'avais trop peur d'être déçue par ce livre, parce que le dernier Maxime Chatham que j'ai lu, c'était Que ta volonté soit faite, et je l'ai trouvé... Voilà. On n'en parlera pas, parce que je suis encore déçue, je suis encore dégoûtée de ce livre. Et en fait, je savais que l'auteur, pour Le Coma des Mortels, avait hésité à le publier sous un nom d'emprunt. Donc je me suis dit, c'est pas bon signe, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire encore, c'est pas son écriture, c'est pas son univers et je vais pas aimer. Et donc ce livre-ci m'a fait les 3 derniers jours. Ici nous suivons Pierre. Pierre qui est reparti à zéro. Voilà, ça fait quelques mois qu'il a tout quitté. Il a quitté sa famille, il a quitté ses amis, il a quitté tout le monde. Il était en dépression, il est parti et il se refait une vie. Il recommence tout à zéro. Et en fait c'est très particulier parce que ce livre s'ouvre sur une scène d'un meurtre. Voilà, Pierre est chez lui, il y a une femme qui est explosée contre ses murs. Je veux pas trop vous en dire mais c'est très particulier, je peux même pas vous parler d'une histoire parce qu'on commence par la fin, on revient en arrière, on apprend à savoir qui est Pierre mais depuis sa nouvelle identité. C'est particulier. Plus d'une semaine après avoir fini ce livre, je ne sais toujours pas quoi vous en dire parce que c'est particulier. Le personnage de Pierre, je l'ai trouvé imbuvable. La façon dont il traite les femmes. Pour lui, les femmes, ce ne sont que des objets sexuels. Et en fait, les femmes le lui rendent bien puisque dans ce livre, toutes les femmes qu'il croise sont des nymphomanes. Donc elle lui saute continuellement dessus, elle lui propose de coucher avec elle tout le temps. Bref, moi en lisant ce livre, je me suis dit mais elle est où la réalité qu'est-ce qui se passe? C'est que des situations improbables. Comment c'est possible quoi? Le gars, tout autour de lui, toutes les personnes qu'il connaît et qu'il croise et tout, il pense qu'il est maudit parce que toutes ces personnes finissent par mourir. Voilà. C'est un petit peu l'histoire de ce livre. Mais j'ai pas été emballée. Même la résolution finale, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Pierre se retrouve impliqué dans un meurtre au début du livre, pourquoi les personnes autour de lui meurent, tout ça. Encore une fois, j'ai pas été super convaincue. Je reste toujours mitigée pour ce livre. J'ai pas passé un mauvais moment, mais c'était pas génialissime quoi. Hein. Il y a bien mieux. Maxime Chatham a fait bien mieux. Mais bon, après son style, son écriture est toujours aussi agréable, mais Pierre il est juste infect quoi. C'est horrible. Donc pas très agréable à suivre. Donc voilà, vous l'avez compris, j'ai réussi mon challenge du Weekly Book Color Challenge. C'était une semaine intense, hein, puisque 3 lectures en 4 jours. Bon, la 4e, je l'ai laissé un peu couler. Mais j'aime beaucoup ce challenge parce qu'il me permet de vider quand même ma palle assez vite. C'est pas quelque chose que je fais d'habitude. D'habitude, je lis
3 livres par semaine. Là je me force quand même à aller un peu plus loin et à lire le week-end, ce que je fais pas d'habitude, je vous l'ai dit. Donc n'hésitez pas, je crois que la prochaine session, eh bien ça doit être dans 2 mois, dans 2 ou 3 mois. Et cette fois-ci la couleur est libre. Voilà, vous prenez n'importe quelle couleur et vous vous y tenez et vous faites ce challenge sur 3 livres. Comme d'habitude en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, si vous avez fait ce challenge. Voilà, dites-le moi. Si vous avez lu un de ces livres que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à me dire votre avis. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. Et puis je vous rappelle que vous pouvez toujours consulter mes articles écrits sur mon blog que je vous mets en barre d'infos. Je vous mets les petits liens en face du nom des livres, etc. Et si vous voulez être informé en temps réel de ce que je lis, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et aussi sur Facebook puisque je publie toutes mes chroniques écrites le lendemain de ma lecture. Donc c'est relativement à jour par rapport à ces vidéos. Mes vidéos points lecture qui ne le sont pas du tout. Pour tout vous dire, vous regardez des points lecture de l'année dernière. Je n'ai même pas encore tourné mes points lecture de janvier. C'est vous dire comme je suis à la bourre. Mais ceci est un autre débat, je vous fais de gros bisous, vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.